pareil qu'au Québec. Il y a une espèce d'obsession actuelle avec des drag queens qui font la lecture de contes aux enfants. Et on Mais voit que je peux en parler tout de suite, puis génial. on peut échanger là-dessus comme vous voulez. Mais c'est juste que je ne pouvais pas passer autrement, ni dans l'écriture de La vérité brutale, comme je dis, parce que c'est omniprésent dans l'actualité. On ne parle que de ça. Alors, pendant que la France est en pleine révolution, nous, on stick sur les drag queens. Mais avec raison, parce que c'est quand même un sujet inquiétant. Tu sais, c'est partout en ce moment. Là, chaque pays a sa drag queen. Chloé, tu disais qu'en Suisse, Et c'était nous, elle s'appelle Tralala, plus loin, Lita. Tralala Lita. Ouais, Tu vois, nous, ouais. c'est Barbada. Et en France, je ne sais pas c'est qui, mais c'est sûr que une vedette drag queen en France et aux États-Unis, il y en a plusieurs. Mais ça date pas, c'est tout nouveau dans l'actualité ici qu'on en entend parler, mais les Drag Queen Story Hours, ça date pas d'hier, ça a commencé en 2015 à San Francisco. Puis le but, c'était de promouvoir la lecture et la diversité auprès des enfants de 3 à 18 ans. 11 ans, pardon. Mais l'idée est sympathique, hein, quand même, promouvoir la lecture. C'est juste que le débat tourne évidemment autour du fait de pourquoi il faut que ce soit un homme déguisé en femme et une caricature hideuse de la femme, disons-le. Pourquoi qu'il faut que ce soit ces gens-là qui fassent la lecture aux enfants pour les confondre aussi, peut-être leur faire peur et les déstabiliser. Surtout que, bon, on sait maintenant, à part des gens qui dorment au gaz intensément, qu'il y a un agenda d'hypersexualisation des enfants. Et oui. Et là, avec l'histoire des drag queens omniprésentes dans l'actualité, par hasard, tu sais, dans les pays de l'OTAN, c'est devenu très évident. C'est comme un virus, tu sais, ça se répand. Et c'est en fait, c'est sûr que vous avez tous remarqué, chers auditeurs, c'est un petit peu le même narratif que la COVID. Hein? On ne peut plus critiquer, on ne peut plus se poser de questions, remettre en doute. Le lobby LGBTQ, etc., semble aussi puissant que le lobby pharmaceutique. Moi, j'en suis à me demander qui paye cette propagande-là. Est-ce que c'est carrément le Big Pharma? C'est à se demander, là, à se poser des questions. Ben, c'est beaucoup d'argent. Qui finance cet agenda d'inclusivité là, soudainement, alors qu'il n'y avait pas vraiment de problème à la base. Là. Bref, ici, devinez qui est la tête d'affiche du mouvement de contestation contre les. C'est pas contre les drag queens, non, c'est pas le bon. C'est notre ami François Maléga. C'est le seul qui est vraiment actif sur le terrain au Québec, on dirait. Donc, merci François. Et il a organisé une manifestation, c'était le 2 avril dernier, devant une bibliothèque de Sainte-Catherine, qui est une ville sur la rive sud de Montréal. Puis c'était pacifique. Tout ce que François Maléga a fait, c'est toujours des manifestations de façon pacifique, seulement pour dénoncer le fait que ça soit des hommes déguisés en femmes avec une connotation sexuelle qui enseignent aux enfants. C'est juste logique, dans le fond. Je pense que personne n'a rien contre les drag queens. C'est simplement que leur place est dans les cabarets et les boîtes de nuit. Là. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais évidemment, les antifa. Il y a eu une anti-manifestation. Ça a fait du grabuge et ça a été parfait puisque là, les médias se sont mis à en parler à partir de ce moment-là. Ouais. Donc maintenant, les articles, c'est la montée de la haine envers les drag queens inquiète les experts. Qui sont les experts, les amis? On ne sait pas, mais des experts s'inquiètent d'une montée de la haine contre les drag queens au Québec pendant que des activités tenues par une de ces artistes doivent se dérouler sous surveillance policière. Avec des gens comme François Maléga qui sont peace and love, là, bien sûr. Donc, dans cette folie, on a le parti, c'est le NPD, un parti ontarien, qui lance un projet de loi, attention ici, vers une interdiction de manifester près des drag queens. Donc, le NPD, c'est le nouveau Parti démocratique.
a déposé un projet de loi mardi pour interdire les manifestations près de lieux où se produisent des drag queens dans la foulée des manifestations qui ont dégénéré en Colombie-Britannique et au Québec mardi. C'est intéressant parce que ça peut être passible, là, c'est où que c'est écrit ça dans l'article? Quiconque viole cette interdiction pourrait s'exposer à une amende allant jusqu'à 25 000 a détaillé Christine Wong Tam en présentant son projet de loi. Et cette Christine Wong Tam, je vais vous la présenter dans une petite vidéo, là. Elle s'occupe des questions touchant la communauté LGBTQ pour le NPD et elle utilise le pronom YEL. Est-ce que ça vous étonne, chers amis? Non, pas du tout. Et je vais vous la présenter, le petit vidéo, pour vous montrer c'est qui notre amie Christine, parce que c'est quasiment une caricature, la conférence de presse. Regardez, toutes les minorités sont là. Mais ça en est ridicule. Je vous montre un petit extrait où elle explique qu'elle lance le projet de loi puis qu'il va y avoir des amendes jusqu'à 25 000 Attorney General to create a 2S LGBTQI plus community safety zone to prohibit within 100 meters of the property any homophobic, transphobic act of intimidation, threat, offensive remarks, protest, disturbance, and distribution of hate propaganda within the meaning of the criminal code. It also comes with it a penalty of $25,000 if prosecuted successfully. Donc, on ne voyait pas bien dans la vidéo, mais juste pour vous montrer l'image, là, regardez qui était avec elle. Donc, on a quelques drag queens. À gauche, complètement, on a une sorcière, on a une espèce de roi mage ou je sais pas quoi. On a une enfant qui semble avoir des problèmes de poids. Donc, on a un 2 pour 1 ici dans les minorités. On a une jeune femme. En tout cas, on se dit que ça doit être une femme qui est en chaise roulante. Donc, on a juste un homme et une femme blanche, cisgenres, là, qui n'ont vraiment pas rapport dans le décor. On a des gens avec des masques. Donc, tout le monde est bien représenté ici. Voilà, c'est un petit peu le délire. Le délire qu'on vit ici au Québec, mais je pense que c'est assez répandu. Partout. C'est partout. Et je vous invite même aussi, tout à l'heure, je vous parlais d'une pétition, je vous invite à signer une autre pétition ben pour les Québécois parce que je pense que faut rentrer un code postal, donc ça ne marche pas pour les Français. Je vais vous montrer sur le site, juste une petite seconde que je trouve ça. Alors, le temps que tu trouves, moi, je vous montre, ouais. je vous montre ce qu'il y a en Suisse, hein, ce qu'on a, nous. Je vous montre un petit extrait. C'est elle, hein, Tralalalita. Tralalalita! C'est beau! C'est Drag Queen Story Hour. Tu vois, ça, c'est le 29 mars à Mont-sur-Lausanne. Et puis, elle nous fait donc un petit speech. Je ne sais pas si vous... Voilà. Ça dure 2 minutes. Et puis alors là, la réaction des enfants, qu'est-ce que c'est? Étonnamment, ils sont un peu... C'est quoi, c'est des grands yeux, genre... Oh, ouais, parce que... Oh, on a très bien. Ouais, c'est à la fois des... Et un mode... Ok. C'est pas genre tout le monde qui va faire... Oh, mais qu'est-ce que c'est? Oh non, non, pas ça. Pas ça, mais ça, c'est plutôt agréable. Il y a juste une fois où genre... il y a un homme, juste avant la lecture, on s'est posé, et le gamin, il a fait... Mais vous êtes des garçons? Oui, oui, exactement. Ok. Et puis bon, ben là, plus rien, et puis hop, on a pu commencer les lectures. Et... Bah, la meilleure des réactions, c'était la prière. Et à la fin, ouais, c'était trop chou. Déjà nous voir à la fin de ma lecture, il y a toujours un petit moment où on fait des photos. Et là, je vois ce petit fou là, il fait oh, j'adore ta robe, t'es trop belle. Et puis là, il me regarde, il fait oh, j'adore ta barbe, t'es trop beau. Et c'était aussi simple que ça. Et là, on s'est dit qu'on allait gagner quelque chose. Parce que bah, c'est clairement ça. Ouais, c'est clairement ça.
Voilà, je crois que là, on en a assez vu. Vous avez vu le petit film? Ben, on entendait, mais ça Ah, vous bougeait. voyez pas? Ah zut. Non. Ben, on Ah entendait zut, je croyais le que son, vous mais on voyiez. voyait pas l'image. Mince, bah c'est pas grave, désolée. Je C'était un peu pensais long. que c'était le son qui était Non, en fait, important. il y avait le film. Mais bref, Ah. vous voyez l'ambiance. En tout cas, c'est partout comme ça. Hein, c'est vraiment quelque chose de général. Mais c'est important parce que dans les médias, ils parlent toujours comme si c'est des phénomènes anodins, ça se passe juste comme ça, c'est éducatif, Ouais, mais ouais. c'est parce qu'en réalisant qu'il y a des drag queens vedettes dans tous les pays, là, disons, occidentaux, ben, c'est parce qu'il y a réellement un agenda politique. Sinon, ça serait un cas isolé, Barbada, qui fait des petits contrats comme ça avec les enfants. Mais là, on s'entend que c'est pas un cas isolé. Là. Il y a un agenda politique. Allô, les médias. Parce qu'ils font comme si on était des fous. Nous, notre Lola Tralalita, c'est elle. C'est l'ouverture, le rapport avec la différence, parce que ces jeunes-là, cette génération-là, plus que tous nous ici, vont être appelés et confrontés à cette différence-là. C'est vrai. Une différence des gens qui sont pas la même couleur de peau, qui n'ont pas la même identité de genre, qui n'ont pas le même background, des réfugiés, il va y en avoir de plus en plus. Là. Ces jeunes-là, toute leur vie, vont être confrontés à cette différence-là. Puis moi, tout ce que je veux leur dire, c'est quand ça va arriver, là, quand tu vas rencontrer quelqu'un qui, mon Dieu, ça te déstabilise un peu parce qu'il est différent, fais juste prendre le temps. Prends le temps de poser des questions à cette personne-là. Prends le temps d'essayer de comprendre d'où il vient, c'est où son parcours. Puis après ça, tu n'es pas obligé de l'aimer, cette personne-là, mais tu vas être capable de le respecter. Ben, bravo. Bon, donc, c'est ça. C'est sous couvert de la vertu, de la bien-pensance. C'est gentil, tu sais. Oui. Le site dont je parlais tout à l'heure, c'est ça, le site de Éric Duhem, qui est le chef du Parti conservateur au Québec. Le seul parti de... C'est pas le parti de l'opposition, mais le seul parti qui s'oppose, parce que tous les autres, comme partout ailleurs, sont unanimes. Alors, c'est ericduhem.ca, ericduhem.québec. Et dans la section pétition ici, il y a la Drag Queen Protégeons nos enfants. Donc, si vous voulez signer, ils ont eu un nombre record de signatures en 24 heures. Là. Donc, ça se poursuit. Comme j'ai vu, ils demandent le code postal. Alors, ça aurait été bien que la France en entier ait signé la pétition, mais je ne crois pas que ça fonctionne. Mais en tout cas, allez-y, écoutez, si on peut envoyer un message clair, peut-être que ça ne donnera rien, mais à un moment donné, de toute façon, partout sur les réseaux sociaux, c'est juste des messages pas de haine, mais des messages de contestation. Et il y a seulement les chroniqueurs, les artistes, les politiciens qui endossent cet agenda, probablement, qui sont obligés, soit qui sont obligés, vendus, ou qui sont juste stupides. C'est un des trois. Amen! Ce qui est étonnant, c'est la synchronicité quand même. Hein. Ça se passe exactement en même temps. Il ne faut même pas l'effort de décaler pour pouvoir contester ce qu'on dit, c'est-à-dire que c'est un agenda. Et ce qui est inquiétant, c'était la même chose pendant les 3 années de COVID. Tout était synchronisé partout. Ouais. Donc, puis là, les médias, justement, ils disent « Ah, les anti-vax, là, ben là, ils ont changé de cause, c'est rendu des anti-drag. » Ils font un réel effort pour ne pas comprendre là, à ce moment-ci. C'est parce qu'à un moment donné, il faut... Ben, les médias, je crois que c'est un petit peu partout, aux États-Unis, ici, et puis chez vous, je présume que c'est la même chose, n'ont plus aucune crédibilité. Là, c'est devenu ridicule. Voilà, donc c'était mon petit mot sur les drag queens. On les aime bien, les drag queens. On n'a rien contre elles. On préfère juste qu'ils fassent de l'entertainment dans les bars et les cabarets et tout. Ben, la nuit, un peu des adultes, en fait, voilà. Cible. Pour éviter de confondre les enfants, tu sais, puis que, bon... C'est ça. C'est peut-être bien de continuer de leur apprendre de se méfier quand il y a un homme adulte qui veut les approcher, puis leur chanter des petites tunes, puis leur raconter des histoires. Avant, on enseignait aux enfants de ne pas s'approcher, puis là, on leur enseigne que c'est merveilleux. Oui, c'est ça. Et toi, Emmanuel, tu as remarqué, bon, tu n'as peut-être pas eu le temps ces dernières semaines, mais en France, est-ce qu'il y a aussi un drag queen star, qui a un autre nom
qui ressemblent un peu aux deux autres. Je sais pas. Moi, j'ai suggéré à Thierry, en tout cas, de se déguiser en drag queen, Ouais. peut-être, pour faire ses vidéos, donc il serait inatteignable. Ah oui, puis là, l'ami Vilude, Là, c'est bon. il y aurait plus de problème, là. Là, Non. il rentrerait dans les cases, en fait. C'est ça, C'est pas une exactement. dérive sectaire du tout. Ben non, parfait. c'est correct de parler des orientations de genre et puis des différentes orientations sexuelles et tout ça. Bon, il peut parler aux enfants de santé aussi. Je trouve que c'est noble comme cause. Déguisé en drag queen, je pense que ça Déguisé en passe. drag. Mais c'est intéressant parce que justement, comme je montrais Barbada qui était sur le plateau de Tout le monde en parle, mais il n'invite pas les gens, il n'invite pas comme des spécialistes, peut-être des psychologues ou psychiatres pour enfants pour peut-être donner l'avis contraire, puis là, qu'il y ait un débat, puis un réel échange d'idées. Bon, c'est la même affaire que durant la COVID, qu'il n'y avait jamais aucun débat dans les médias, puis ils nous prennent vraiment pour des imbéciles. Je suis un peu découragée. Mais en même temps, je suis enthousiaste parce que je vois que les gens réalisent que c'est n'importe quoi. Oui, c'est ça. Il y a comme une dichotomie ici dans ma tête. Je suis découragée, mais en même temps, je crois que c'est positif. Donc voilà, c'était ma petite mini-chronique sur le sujet. Génial, Amélie. Emmanuel, tu veux nous parler un peu de ton intervention justement au Parlement européen ou d'autres choses? Le temps qu'on attend les gens. Moi, je vais présenter ce que j'ai un petit peu présenté un peu partout déjà en France sur les injections expérimentales. Puis je vais parler des effets, bien sûr, de ces injections sur les enfants, les problèmes par rapport des problèmes de consistance à travers donc les données européennes de l'Agence européenne du médicament. Et des problèmes également donc pour les données françaises. La France est rapporteur pour l'injection Pfizer. Donc quand on voit les données de la France, ça fait peur. Donc voilà. Et puis donc on est en train donc j'ai démarré un nouveau cycle de conférences ce week-end. J'étais près de Jean-Zac pour présenter donc les effets secondaires des vaccins HPV. Ah, wow. Voilà. Qui sera l'objet d'un deuxième, je ne sais pas si on peut dire. Oui. Livre. Oui. Oui. Oh oui! Oui. Il y a eu le coup de Jean-Zac d'Emmanuel Macron. On m'a donné l'opportunité de faire une présentation à destination des parents tout près de Jean-Zac. Donc je l'ai fait, je l'ai faite ce week-end. Et donc on a des dates de programmer avec Vincent, c'est des présentations qu'on fait ensemble. Vincent n'était pas là ce week-end, mais j'ai fait la présentation. Donc je traite également donc des aspects autour de la philosophie de l'éducation, qui est en fait tout un pan pour essayer de comprendre, en fait, essayer d'amener justement à pourquoi est-ce qu'on a eu des parents finalement qui se sont mis en résistance et pourquoi il y a eu des parents finalement qui sont restés comme ça, neutres, voire apathiques. Donc, c'est des questions que je me suis longtemps posées, je pense qu'on s'est tous posées. Hein. Et donc, je suis en train de finir d'écrire ce livre qui donne, en fait, qui dresse des pistes sur, on va dire, le conditionnement, mais pas que. Le conditionnement, beaucoup des mères, la destruction de la cellule familiale, du schéma familial, on va dire, judéo-chrétien. Et puis également l'autonomisme, l'autonomisme qu'on impose finalement aux enfants en leur demandant de grandir vite et très vite. Et la déresponsabilisation des parents. Voilà, je sais pas. Mais, voilà, c'est autour de ça, notamment avec un état des lieux de différentes lectures de philosophes qui ont traité justement de ce sujet, qui ont permis des changements de mouvance dans la politique de l'éducation. Et puis des réflexions finalement autour notamment du transhumanisme, hein, la sacralisation autour de la technologie, de l'intelligence artificielle et la désacralisation de l'humanité. Voilà.
C'est plus un livre basé, c'est un premier essai, parce que je suis absolument pas philosophe. Mais en tout cas, j'ai tenu, à l'écrire, parce que ça fait partie, je pense, il faut garder des traces pour le futur, qu'un jour nos enfants se souviennent quand même de ce qu'ils ont vécu. Et des crises sanitaires, il y en aura encore. Il y en aura, elles sont nombreuses. Là, on est en train de nous parler du Marburg. Marburg. Ouais. Je sais pas comment- Est-ce que ça va mordre, ça? Je veux dire, après ce qui s'est passé. En tout cas, on continue toujours. À chaque fois il y a toujours quelque chose finalement. On agite un chiffon rouge en disant il y a une guerre mondiale, il y a un virus, il y a ceci, cela. Et puis on terrorise la population parce qu'on terrorise la population. Et leur but, c'est de terroriser les gens, terroriser les enfants, pour mieux finalement après les parquer dans des villes de 15 minutes, ce que tu as très bien montré dans La vérité brutale, Amélie, qui était joliment contée. Donc voilà, et il faut que la vraie question, c'est que on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a un réveil un peu massif quand même qui est en train de se faire. On voit que finalement, les gens qui se sont fait injecter aujourd'hui regrettent. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux à dire si j'avais su, je ne l'aurais pas fait. Ils ont le sentiment qu'on les a trahis aussi, avec cette histoire de tous vaccinés, tous protégés. Ils ont vu qu'aujourd'hui, ils voient qu'aujourd'hui, c'est absolument pas le cas. Et donc, je pense que le réveil, il va être, il est brutal, il est dur, il est douloureux pour certains. Pour d'autres qui étaient un petit peu finalement entre deux, c'est assez facile pour eux finalement. Ils disent finalement, j'ai juste pas écouté finalement mon instinct et la prochaine fois je l'écouterai. Et il faut en tout cas, il faut sortir du positif de tout ça. Être dans ils veulent être dans la destruction. Il faut que nous soyons dans la construction. Donc, Bien dit. Voilà. Bien dit. Le pire, c'est qu'on aurait pu leur donner le bénéfice du doute s'ils nous avaient sorti « on est désolé », puis on savait pas. Mais là, ça continue quand même. Alors là, il n'y a rien à faire. Là. On peut même pas peut-être se dire qu'ils ne savaient pas vraiment, même si comprenez mon point. Oui, complètement. Ils peuvent, on peut se tromper. Je veux dire, on a le droit de se tromper. Personne n'est parfait. Mais c'est cette obstination, justement, à vouloir continuer toujours dans la même ligne. On voit, alors aujourd'hui, il y a eu des manifestations par rapport à la réforme des retraites en France. On voit que finalement, les gens massivement sont contre ce gouvernement et ils continuent quand même. On continue. On a un cap, a dit Emmanuel Macron. Le cap, je pense qu'à un moment donné, son cap, ça risque de lui faire mal, mais au sens propre du terme, parce que il y a beaucoup d'énervement aujourd'hui en France. On le voit dans les manifs, les gens sont énervés. Et même les plus inconscients doivent commencer à voir qu'il n'y a plus de démocratie. La voix du peuple n'a plus aucune importance. Sous prétexte que le 49.3 fait partie de la Constitution, l'appliquer et donc donner les pleins pouvoirs au petit chef, c'est soi-disant ta démocratie. Donc c'est complètement retourné, manipulé. Merci. Le langage. Alors, il a déjà été appliqué quasiment par Juppé, sur la réforme des retraites il y a longtemps, au moment quand Chirac était président. Il a déjà été appliqué maintes fois en fait dans d'autres projets. Mais je pense que là, le ras-le-bol général, c'est qu'on dit en fait aux Français, le prix de l'énergie, finalement, le prix de tout, l'inflation, la guerre, etc. On est dans un moment de très forte tension, de pression psychologique, où on se dit finalement à chaque moment, est-ce qu'on va arriver à subvenir à nos besoins fondamentaux et aux besoins également de nos enfants. Donc, il y a cette pression-là qui est présente, qui est omniprésente depuis plusieurs mois et qui s'accentue. On le voit dans le prix dans les magasins, on le voit sur le prix des matières premières, etc. Et arrive une réforme avec une façon de faire où on dit aux gens, non, mais on ne sortira jamais le 49.3. C'est ce que Olivier Véran a dit.
Jamais on ne sortira le 49.3. Gabriel Attal est revenu encore dans tous les médias. On ne sortira pas le 49.3. Et au dernier moment, on sort le 49.3. Et ça s'appelle du mépris. Donc le mépris, ça va une fois, ça va deux fois. Mais je pense qu'au bout d'un moment, le mépris, il y en a, voilà, ça va plus. Et je pense que les gens, ils en sont à ce stade. Parce que c'est même plus c'est même plus une question de réforme des retraites. Ça, je pense, ça a dépassé largement le cap. De toute façon, on n'y comprend rien à cette réforme. Il n'y a personne qui comprend quoi que ce soit dans ce pays à cette réforme. Même Macron, il comprend rien. Voilà. Ah, ça me soulage parce les- que je comprenais rien. J'essayais de comprendre qu'est-ce qui se passait en France, mais je pouvais pas y arriver. Donc, Non, merci de me consoler. on y comprend que ça, on n'y comprend rien du tout. C'est une réforme soi-disant systémique, mais on ne sait pas. Alors, bon, ça avance. Non, ça avance l'âge de la retraite, mais il y a des cas où c'est machin, mais ceci, mais cela. On sait du coup, et ça c'est de source sûre, hein, que c'est une réforme qui est profondément sexiste, puisqu'elle défavorise largement les femmes. Elle défavorise notamment en ne comptant plus alors d'après ce que j'ai compris, parce que vu que personne ne comprend rien du tout dans ce pays, moi voilà. Mais d'après ce que j'ai compris, on ne compte plus dans dans les annuités ou dans les semestres ou je sais pas quoi le congé maternité. Donc si une femme a eu 3 enfants par exemple, le dernier congé maternité il est de 6 mois, donc il devait compter pour 2 semestres, il comptera pour 0. Donc finalement on se retrouve dans le pénalisé si on est une femme. Voilà, où faut pas faire d'enfants dans ces cas-là. Comme ça, vous aurez autant d'annuités que votre compagnon ou voilà, peu importe. Donc, elle est profondément injuste. Il y a des critères de pénibilité qui sont pas du tout pris en compte. On l'a vu avec les éboueurs, c'est un métier quand même extrêmement dur. C'est pas être assis sur une chaise à l'Élysée en train de faire mumuse avec TikTok ou autre chose. C'est un peu plus sérieux que ça. C'est un peu plus dur que ça. Donc ça, c'est absolument pas pris en compte. Et puis surtout, on nous explique qu'il n'y a pas d'argent. On nous explique qu'on doit travailler plus longtemps. Par contre, moi, je suis extrêmement étonnée qu'on ne baisse pas les retraites de ces dirigeants qui ont droit à des sommes faramineuses juste pour avoir exercé un seul mandat de député ou de sénateur ou que sais-je. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'argent, on peut en trouver de l'argent. C'est facile. On va aller le prendre là où il est. Et notamment les cadeaux aux plus gros riches, etc. Les cadeaux à coût de milliards d'euros quand même. On vous explique qu'il manque des milliards d'euros, il suffit d'arrêter de faire des cadeaux, tout simplement. Enfin, de toute façon, le peuple, là, aujourd'hui, on est dans une situation où c'est explosif, au sens propre du terme. Et au bout d'un moment, ça va péter. Alors, on l'a beaucoup dit avec les Gilets jaunes, mais les Gilets jaunes, ça restait quand même, on va dire, une minorité de personnes. C'était pas forcément, il n'y avait pas 1 million de manifestants à Paris. En tout cas, pas dans les chiffres des syndicats ou d'autres. Ouais. Il y a eu des millions de. Au début, puis après, bien sûr, ça a fait, ça s'est épuisé, ce qui est normal aussi. Et puis, il y a eu la violence policière, qui était constatable, par les mêmes, par la brave M, etc., par bon nombre également de gendarmes mobiles ou d'autres, voilà, voilà. Donc, juste pour une chose, Emmanuel, les pistolets de LBD étaient fabriqués en Suisse, à Thun. Ah ouais, disons, ouais, c'est. Bon, il y a eu, nous, alors moi, j'avais été manifester beaucoup, enfin pas beaucoup, mais quelques fois à Toulouse quand au moment des Gilets jaunes. Et il y avait eu, notamment, on avait eu le droit vous savez, espèce de char d'assaut là, en plein centre-ville, dans l'avenue Jean Jaurès. Enfin, c'était surréaliste. On se disait, mais on est juste des personnes en train de manifester pour, voilà, avec un gilet jaune. Enfin, on n'a pas de mitraillette sur nous, non. On a le droit des chars d'assaut. Je voyais, voilà. Il y en a un qui a défoncé à moitié la rue. Enfin, c'était surréaliste. Mais donc, moi, j'espère très, très sincèrement que ça va, en tout cas,
pas que ça va éclater, parce que moi, je souhaite pas qu'il y ait de la violence ou de la guerre ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, qu'à un moment donné, ce gouvernement retrouve la voie de la raison, parce que la voie de la raison, sinon, il faudrait pas que cette voie-là, on va dire, soit amenée de façon, on va dire, à être forcée. Parce que si c'est par la force, ça risque d'être de la force, voilà, vive. Voilà. Je doute qu'ils retrouvent la raison. Moi, ces Eh gens-là. bien, moi, je pense très, très sincèrement que si le Conseil constitutionnel ne valide le Demain. projet, C'est demain. oui, Normalement. si demain le Conseil constitutionnel valide le projet, très sincèrement, là, on a eu une grosse manifestation aujourd'hui dans toute la France, il y en a eu partout. Là, Ça pète demain. Guerre C'est civile. demain que ça joue, là. C'est ça que tu dis, là. ouais. En fait, Non, Eh bien, très sincèrement, les personnes que j'ai vues qui étaient extrêmement énervées, et même des personnes âgées, des personnes de 70 ans, etc., qui étaient là, non pas pour leur retraite, parce qu'ils sont à la retraite, mais pour la retraite de leurs enfants et de leurs petits-enfants, ils arrivent à un point où très sincèrement, pour eux, la violence, finalement, ils se disent, on doit l'accepter, parce que finalement, en face, ils sont violents avec nous. Ils sont violents psychologiquement, ils sont violents institutionnellement, et ils sont violents physiquement. Donc, en fait, ils arrivent dans cet état d'acceptation, finalement, en disant, finalement, si la dernière chose à faire, c'est par la force, on ira par la force. En tout cas, c'est ce qu'on m'a rapporté. mais je pense que Donc, c'est ce qu'ils veulent, d'ailleurs. S'il ouais. y a de la violence, eux se réjouissent parce que ça leur Oui. fait une bonne raison de nous traiter d'extrémistes violents, de droite, toutes Oui. les étiquettes. C'est un prétexte encore et toujours. Oui, mais là, ce ne sont pas forcément des personnes qui, je pense pas que, très majoritairement, je pense pas que ce soit des personnes qui même regardent nos émissions ou même nous connaissent. Moi, très sincèrement, j'ai vu des personnes qui me connaissent absolument pas, qui voilà. Donc, je crois pas que ce soit des personnes forcément qu'on peut taxer de ce qu'on nous taxe, avec les mêmes étiquettes, qu'on veut bien nous poser généreusement, quoi. Mais s'ils arrivent à cet état-là, j'ai envie de dire le mouton classique arrive à cet état de retournement. Moi, je suis plutôt, je donne pas très bien, je donne pas cher en tout cas de l'avenir de ce gouvernement, quel qu'il soit. Mais parce que là, quand tu parles, tu sais, le mouton classique, j'imagine que tout le monde dans la population normale, là, comme tu dis, pas des complotistes ou des anti-vax, mais tout le monde est contre cette réforme des retraites, je crois. Est-ce qu'il y a vraiment des gens là, qui sont larbins au point de dire oui, nous, on est pour dans la population? Oui, si. Alors, on a quand même 22% de personnes qui sont pour cette réforme. Alors, je pense que les 22% détiennent beaucoup de capitaux dans de très grandes entreprises, que ces 22% peut-être ont également beaucoup de liens, en tout cas, avec des grands groupes, des cabinets de conseil, des choses comme ça, et qui aiment énormément Emmanuel Macron. Donc, je suis pas étonnée. Bon, dans la population, il faut de tout, de toute manière. Il faut tout pour faire un monde. Donc, et on a plus de 80% en tout cas qui sont contre. Et c'est pour ça que ça reste une grève quand même extrêmement suivie. Et même, ça fait la 12e semaine, quand même. Pardon, pas la 12e semaine, la 12e manifestation. Et ça reste énormément suivi quand même. Là, je voulais vous montrer ce petit texte sur la violence. Je l'avais déjà vu passer lors des Gilets jaunes et j'ai trouvé qu'il était très approprié à la situation actuelle. Il y a 3 sortes de violence. La première, mère de toutes les autres, est la violence institutionnelle, celle qui légalise et perpétue les dominations, les oppressions et les exploitations, celle qui écrase et lamine des millions d'hommes et de femmes dans ses rouages silencieux et bien huilés. La seconde est la violence révolutionnaire, qui naît de la volonté d'abolir la première. Et la troisième est la violence répressive, qui a pour objet d'étouffer la seconde en se faisant l'auxiliaire et la complice de la première violence, celle qui engendre toutes les autres. Il n'y a pas de pire hypocrisie
de n'appeler violence que la seconde, donc celle des manifestants, en feignant d'oublier la première qui fait naître et la troisième qui la tue. Don J'adore. Holder Camara, la spirale J'adore de la ça. présence. C'est un Très petit peu juste, le, ouais. le pattern des pervers narcissiques, hein, des manipulateurs narcissiques, qui sont toujours les victimes. Mm. Et c'est un petit peu ça aussi, c'est le même pattern. C'est fou quand même. Qui provoque et ensuite, quand on se défend, quand on réagit, c'est nous les violents.